Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler culture. Où est-ce qu'on est en fait? Est-ce que cette chaîne devient petit à petit un truc d'intello gaucho alors qu'à la base on voulait juste faire des mauvais maquillages dans une ambiance de franche rigolade et de camaraderie? Écoutez, oui, on est en train de changer doucettement la ligne éditoriale. Promis, il y aura toujours des vidéos de mauvais make-up parce que j'aime trop en faire. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui nous allons parler de 10 films que j'ai vus au cinéma dernièrement. J'ai eu envie de faire une vidéo parce que c'est 10 petites pépites du cinéma en fait, et c'est assez rare de voir comme ça 10 films d'affilée qui sont incroyables. J'ai envie de faire exactement le même petit disclaimer que pour les vidéos lecture. Vous n'êtes pas un gros caca si vous n'allez pas au cinéma, ou si vous n'arrivez pas à regarder un film en entier, ou si juste ça vous plaît pas. Moi j'en parle parce que le cinéma, je pense que c'est l'une des choses, si ce n'est la chose la plus importante de ma vie. Je vais au cinéma au moins 4 fois par semaine. J'ai une sorte d'hyper appétence pour le cinéma, et spécifiquement aller au cinéma, c'est pas regarder des films, c'est vraiment aller au cinéma. Ça aide beaucoup ma santé mentale. J'aime tout voir en me disant que parfois il y a des bonnes surprises et sinon bah tant pis. Bien sûr j'évite les films de facho, hein, j'ai mes limites tout de même. Quand je vais voir des films, je ne lis jamais les synopsis. Vraiment je regarde l'affiche, je me dis ça a l'air pas mal, ou parfois, c'est vraiment un niveau de non-documentation avant le film. Je vais devant un cinéma, je me dis il y a quoi qui passe à cette heure-là, et s'il y a quelque chose, j'y vais en gros. Et parfois, je revois les mêmes films dans la semaine parce que je vais voir un film, je l'aime bien, et je me dis oh trop bien, j'ai envie de le partager avec quelqu'un d'autre, et du coup j'y retourne. C'est ce qui explique pourquoi j'ai passé 6 heures de ma vie devant Beau is Afraid la même semaine. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous parler des 10 films que j'ai vus dans le mois et que je vous incite à aller voir au cinéma si vous aimez ça et si vous avez les moyens, parce que j'ai conscience que c'est un coût d'aller au cinéma et que c'est clairement pas accessible à tout le monde, ce qui est vraiment regrettable. Je vais commencer en vous parlant de Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki. C'est extrêmement bizarre comme il a été distribué. Il est d'abord sorti genre vers décembre, mais que 3 jours. Pourquoi? Est-ce qu'ils voulaient vouer ce film à un échec commercial, ou est-ce qu'ils se sont dit on va créer une légende en le sortant vraiment pas très longtemps? En tout cas, les fans de Godzilla se sont révoltés, et du coup il y a eu une ressortie. Une ressortie courte, je suis même pas sûre qu'il passe encore en salle. Ce qui fait que le jour où il est ressorti, je me suis un peu précipitée pour aller le voir. C'est un Godzilla qui repart un peu aux origines de ce monstre, à savoir une métaphore de la bombe atomique. Ce film se déroule au Japon vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment Godzilla, et on ne peut plus la métaphore de la bombe atomique qui tombe sur le Japon et qui détruit tout, et quelque chose qui semble inarrêtable, indestructible. C'est un blockbuster hyper bien fait, super bien réalisé, très très haletant. Le monstre de Godzilla, je l'adore parce que à la fois dans son design, il a un truc un peu pâteau, il a une toute petite tête par rapport à son corps, et en même temps, il est vraiment terrorisant. Il y a des moments où genre ça me faisait peur, premier degré. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo face à un boss incroyable. On suit l'histoire d'un soldat kamikaze qui n'a pas réussi à remplir sa mission, c'est-à-dire qu'il s'est un peu débiné au dernier moment, et il porte un peu cette honte quand il rentre au village, et ça va être un peu un cycle de rédemption parce que il tient absolument à se battre contre Godzilla, qu'il a déjà vu détruire tout un bataillon de soldats sous ses yeux sans parvenir à faire quoi que ce soit pour les aider. Donc vraiment il a envie de rattraper le coup en se disant c'est moi qui vais tuer Godzilla. J'ai passé un hyper bon moment, un super bon blockbuster que je conseille à fond. Dans la catégorie monstre, je trouve que Godzilla c'est quand même l'un des plus incroyables. Je l'aime trop pour à la fois son côté grotesque et à la fois son côté terrifiant. C'est un très bon opus de la saga Godzilla, et je vous le conseille vivement. À partir de maintenant de la vidéo, tous les films dont je vais vous parler ne sont pas feel good du tout, voire glauques, voire vous mettre vraiment dans un état de malaise profond. Néanmoins, moi ça me plaît toujours parce que un film que j'aime, c'est un film qui me donne des coups de poing, que ça soit des coups de poing positifs, négatifs, tout ça, mais en tout cas une sorte de gifle, il y a un avant-après, ça m'a fait ressentir plein d'émotions. Ça a peut-être été désagréable, mais en tout cas il s'est passé un truc fort, tu vois. J'ai aussi vu Les Chambres Rouges de Pascal Plante. J'y suis allée complètement au pif. J'ai juste vu Thriller et je me suis dit ok let's go. Les thrillers, je suis toujours à peu près contente de les voir. C'est un film québécois, le procès d'un homme qui est accusé d'avoir kidnappé 3 filles entre 13 et 17 ans je crois, de les avoir torturées, de les avoir violées et de les avoir tuées, et tout ça en le filmant et en le diffusant en direct sur le dark web. Les analyses ont réussi à recouper pas mal d'indices
qui pourrait faire croire que c'est lui, mais il n'y a aucune preuve tangible non plus. À ce procès, on suit deux femmes qui viennent assister tous les jours. Il y en a une, elle est persuadée que l'accusé est innocent. Elle le connaît pas, mais elle tombe un peu amoureuse de lui en fait, et elle tient absolument à le défendre. Et il y a une seconde femme qui vient tous les jours, et c'est une femme très mystérieuse. On ne sait pas du tout pourquoi elle vient, dans quel but, comment elle se positionne sur le procès. C'est une mannequin. Chez elle, c'est hyper bizarre, il n'y a rien du tout à part un ordinateur, parce que elle est hyper calée en hacking et tout ça. Donc vraiment, sa vie, ça consiste à aller au procès tous les jours, faire son taf de mannequin, et quand elle est chez elle, faire du sport et faire des recherches internet. Bah, je crois que je vais pas tellement en dire plus, parce que après, ce serait du spoil. C'est un thriller qui est hyper bien maintenu, très prenant, assez dérangeant forcément vu le sujet. J'ai trouvé qu'il était assez en nuances et très déstabilisant. Ça met pas mal à l'aise, notamment parce que on comprend pas le personnage principal jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment un film tout en nuances. Il est vraiment chouette. Ensuite, j'ai vu May December de Todd Haynes. Un film aussi à l'intrigue hyper glauque. On suit une actrice qui va devoir jouer le rôle d'une femme qui a un peu fait scandale il y a 20 ans parce que, alors âgée de presque la quarantaine, elle s'est mise à coucher, enfin à faire du détournement de mineur, faut dire les termes, avec un jeune de 13 ans, et elle est tombée enceinte. Elle se retrouve donc en prison pour détournement de mineur, son bébé est né là-bas, et la chose étonnante, c'est qu'en sortant de prison, elle épouse le jeune garçon qu'elle avait abusé, parce qu'il est devenu majeur et que du coup il veut assumer ce rôle de père, et ils continuent leur vie à deux, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu un départ dans la vie profondément criminel. Cette actrice doit jouer le rôle de cette femme, et pour rentrer dans le rôle et comprendre le personnage, elle décide d'aller rendre visite à cette famille pour les observer et pour réussir à comprendre cette femme qui ne se sent pas du tout coupable de ce qu'elle a fait. C'est hyper prenant. Attention, je vais dire quelque chose de profondément stupide. Il y a un truc qui m'a perturbée pendant tout le film, c'est que la musique, à quelques notes près, c'est la même que celle de Faites entrer l'accusé en fait, les gars. Si je suis la seule à avoir bugué sur ça, mais en plus vu le thème, je trouve que c'est particulièrement propice. Je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais vraiment tu te dis ok, ouais, je suis dans le fait divers là, je suis dans des affaires criminelles, attention. Ça revient comme ça, cette musique un petit peu angoissante, trop forte en plus dans le mix. C'était la petite aparté débile. Vous me direz si jamais vous avez ressenti la même chose. Ce film, il est déjà hyper beau. Ensuite, il y a quand même un casting exceptionnel avec Nathalie Portman et Julianne Moore. L'histoire est forcément hyper intrigante et prenante. Encore une fois, il y a toujours cette espèce de nuance où on sait pas comment se placer, on sait pas où poser notre empathie, parce qu'on n'a pas forcément envie de le poser sur cette femme qui a clairement une emprise sur ce jeune homme. Pareil, l'actrice, on sent qu'elle hésite entre avoir une identification à cette femme ou repousser ce qu'elle est. Un petit trigger warning pédophilie quoi, pour les gens qui sont sensibles à ça. Tout le film tourne autour du déni de cette femme qu'elle a commis un crime en fait. Même si elle est allée en prison, elle ne comprend pas, parce que pour elle c'est une superbe histoire d'amour. La preuve, ils sont mariés maintenant. J'imagine que si c'est un sujet sensible pour vous, ça peut être difficile de le voir traité de cette manière, même si bien sûr ce n'est pas un film qui fait l'apologie de la pédophilie, loin de là. C'est quand même le sujet principal, donc soyez prévenus si jamais c'est quelque chose qui peut vous mettre mal. Alors, j'ai aussi vu un film qui n'est pas du tout récent, puisqu'il date de 1955. Ça ne nous rajeunit pas. C'est La Nuit du Chasseur de Charles Laughton. C'est un film que j'avais vu quand j'étais toute petite, donc j'en avais pas forcément un souvenir énorme. À plusieurs reprises dans le film, il y a des berceuses qui sont chantées et elles sont assez incroyables, et du coup je les ai un peu tout le temps en tête, au point où quand j'ai vu le film, j'étais déjà en train de chanter telle cette personne relou, vous voyez. Enfin, chanter dans ma tête. En bonne drag artiste, j'ai lip-synqué les chansons. C'est un chef-d'œuvre. Ça fait partie des monuments de l'histoire du cinéma. Déjà parce que c'est sublissime. Les plans sont vraiment d'une beauté incroyable. Il y a plein de choses qui sont devenues iconiques dans la culture populaire qui viennent de ce film. Notamment, le personnage principal, il a sur ses doigts écrit genre Love and Hate. Et ça, c'est devenu un motif qu'on a vu dans plein d'autres films, notamment les Blues Brothers.
Brother. L'histoire, c'est celle d'un père de famille qui va voler une grande somme d'argent et qui, juste avant d'être arrêté et condamné à mort, le confie à ses 2 enfants en leur disant « Vous gardez le secret, vous n'en parlez à absolument personne, l'argent est caché là ». En prison, avant d'être exécuté, cet homme rencontre un prêtre qui s'intéresse beaucoup à son histoire et décide, une fois qu'il est sorti de prison, d'aller séduire la veuve pour récupérer cet argent. Il faut savoir que ce prêtre, c'est un criminel et que c'est pas la première fois qu'il suit ce pattern d'abuser d'une femme veuve pour récupérer de l'argent. Ça va être toute l'histoire de comment est-ce qu'il essaye de soutirer aux enfants l'information de où est caché l'argent. Il y a un petit côté Lolita dans le côté utiliser une femme pour parvenir à quelque chose qui est lié aux enfants, se faire passer pour un beau-père idéal alors que derrière on a des ambitions très sombres. L'acteur principal c'est Robert Mitchum, donc c'est quand même un sacré acteur. On sent que ce film c'est le début de pas mal de choses et aussi l'héritage d'autres mouvements de cinéma, c'est-à-dire qu'on sent vachement l'esthétique de l'expressionnisme allemand réinventé d'une nouvelle manière. On voit que c'est le début de pas mal de moyens au cinéma parce que les plans d'ouverture c'est clairement des plans qui sont faits dans des hélicoptères, sauf qu'à l'époque du coup ça tremble à fond. Il y a des côtés un peu touchants de voir le début d'une nouvelle forme de cinéma. Il y a un petit côté périple aussi désespérant assez biblique avec cette bataille contre le bien et le mal où on sait pas qui va gagner. J'ai l'impression que c'est un film qu'on peut voir un peu à tous les âges. Il y a plusieurs niveaux de lecture, donc c'est bien, c'est un film à mettre entre toutes les mains. Après, grâce au Festival Télérama ou je ne sais quel festival qui décide de repasser les meilleurs films de l'année 2023 au début de l'année 2024, j'ai enfin pu voir Anatomie d'une chute de Justine Triet. Un super film. La réputation de ce film n'est pas volée. C'est hyper étonnant parce que Justine Triet, les films qu'elle a fait avant, mais ça n'a rien à voir. Je dis pas qu'ils sont pas bien parce que par exemple elle a fait Victoria avec Virginie Efira et Vincent Lacoste, mon chouchou. C'est une super bonne comédie en vrai. Voir le passage à un drame, ça m'a vachement étonnée que ça soit la même réalisatrice. Tu te dis qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Anatomie d'une chute, pour celles qui ne le savent pas et qui, contrairement à moi, aiment bien entendre un synopsis avant d'engager 2 heures de sa vie à un film. Un peu comme Les Chambres Rouges, c'est un film procès. On va suivre le procès d'une femme qui est accusée d'avoir tué son mari. Le début du film, c'est la femme qui est en train d'avoir un entretien avec une universitaire, puisque c'est une écrivaine célèbre. Quelques instants plus tard, on découvre le corps de son mari mort, vraisemblablement parce qu'il a chuté d'un balcon. S'ouvre alors toute une enquête pour savoir si c'est elle qui l'a poussé ou si s'est suicidé. Donc les 2 théories coexistent sans qu'on sache vraiment laquelle est la bonne. Ce couple n'allait pas très bien, il y avait des rivalités, des jalousies qui pourraient éventuellement donner un motif à la femme, mais qui pourraient tout autant donner un motif de suicide à l'homme. Déjà, il y a quand même un sous-texte hyper féministe. Pendant tout le film, il y a un doute. Très clairement, ce doute, il met mal à l'aise parce qu'il va forcément être influencé par vos convictions politiques selon moi. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire c'est une femme accusée à tort. Et elle est accusée à tort parce que c'est une femme qui a réussi. J'imagine que quelqu'un d'autre pourrait le voir d'une autre manière en disant c'est une mauvaise femme castratrice pour son mari qui lui n'a pas réussi. C'est vraiment un film avec des nuances qui à la fois vous donnent l'espace pour projeter ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a quand même un point de vue politique assez fort. C'est merveilleusement bien interprété par Sarah Euler qui est en train d'être dans tous les films. La réalisation est hyper intéressante. Comment est-ce qu'ils arrivent à dynamiser ce procès? Ça pourrait être un format qui devient un peu éculé parce qu'on le voit beaucoup. Et là, ça arrive à être vraiment dynamisé par la mise en scène. Très bon film en fait. Je suis bien contente qu'il ait gagné la Palme d'Or. En parlant du Festival de Cannes, on va parler du film qui a eu le Grand Prix au dernier festival. D'ailleurs, j'ai appris à ce moment-là que la Palme d'Or et le Grand Prix, ce n'était pas la même chose. Le saviez-vous? Moi non. Donc la Palme d'Or a été donnée à Anatomie d'une chute et le Grand Prix à La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. On est qu'en février, donc il faut pas s'avancer, mais il y a moyen que ça soit le film que je vais préférer cette année. En tout cas, la barre est très haute pour dépasser celui-ci. C'est un film assez extraordinaire. Pareil, je ne savais pas de quoi ça parlait, et là pour le coup, c'est là où on voit que ma sélection de films a ses limites, parce que c'est un film, je pense, qu'il faut aller voir en étant préparé, parce qu'il remue énormément, il est très lourd, il est très dur, il convoque beaucoup de choses qui font écho à ce qui se passe en Palestine. Ça raconte l'histoire de la famille de Rudolf Höss, qui est une vraie personne qui a existé, qui était en charge de l'organisation du camp d'extermination d'Auschwitz, puis par la suite de tous
les camps d'extermination et de concentration tenus par le Troisième Reich, une chouette personne. Le film se concentre sur sa famille qui habite à Auschwitz, mais juste derrière le mur des camps de concentration. On ne voit absolument rien de la Shoah. C'est quelque chose qui n'est jamais montré, mais qui est toujours présent. C'est un film qui joue avec le hors-champ d'une manière mais spectaculaire. C'est une question très intéressante de comment est-ce qu'on représente les violences d'un point de vue général, que ce soit les violences sexuelles, les viols, les meurtres, la discrimination, et dans ce cas-là, les génocides, les exterminations de masse. Et il y a toujours un enjeu éthique hyper fort sur comment est-ce qu'on montre ça. Est-ce qu'on le montre pour faire un spectacle, pour que ça soit spectaculaire, pour que ça soit impressionnant? Est-ce qu'on le montre avec pudeur? Comment est-ce qu'on le montre si jamais on décide de le montrer? Avec quels artifices? Avec quelle esthétique? Là, Jonathan Glazer a fait le choix radical de ne rien montrer, mais de tout faire entendre. C'est-à-dire que on a la vie mondaine de cette famille nazie qui vit dans une maison incroyable avec un jardin incroyable. Pour autant, en fond, il y a toujours de la fumée des trains qui nous rappellent ce qui se passe derrière les frontières de leur maison. De la même manière, pendant tout le film, il y a une bande-son constante de fusillades, de cris, de trains. Donc en fait, c'est absolument impossible, même si on ne le voit pas, d'oublier le carnage qui a lieu en même temps que les événements mondains qui nous sont montrés. Forcément, ça fait penser à ce qui se passe en Palestine, parce qu'il y a cette espèce de dissonance énorme entre des gens bien lotis qui pensent habiter au paradis et ceux qui vivent un enfer sans nom, et que tout ça soit séparé par un simple mur qu'on utilise pour faire une barrière mentale forte alors qu'on s'entend des deux côtés du mur. Les personnes dans le camp de concentration entendent les enfants qui rigolent, qui sont en train de s'amuser dans leur piscine, et les enfants qui s'amusent dans leur piscine entendent qu'il y a des personnes qui sont massacrées de l'autre côté du mur. Et en fait, on peut pas s'imaginer autre chose que ça quand on pense à Israël, qui sont à côté d'un mur derrière lequel se passe un massacre de masse et qu'ils décident d'ignorer, auquel ils participent. La première chose que j'ai faite en sortant du film, c'est d'aller regarder le positionnement de Jonathan Glazer sur la Palestine. Donc il faut savoir qu'il a travaillé pendant 10 ans sur ce film, qui vient d'une famille juive, qui s'est beaucoup opposée à ce projet en lui disant qu'il fallait pas remuer le passé. Et lui, il répondait que c'était pas le passé, que c'était le présent, et qu'il avait peur de voir la montée de l'extrême droite. Et quand il parle de Palestine, il estime qu'effectivement, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans son film. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre. Ce film, le sujet, il est essentiel. En termes de cinéma pur, c'est un bijou pour moi, c'est-à-dire que c'est réalisé à la perfection. L'alliance son-image est une dinguerie. Il y a de la musique de Mika Shu, qui est une artiste que j'aime beaucoup et qui a déjà fait la musique pour les précédents films de Jonathan Glazer. Imaginez-vous, vous êtes musicien et il y a quelqu'un qui vous dit « il va falloir que tu fasses de la musique pour parler d'Auschwitz ». Dur de pas tomber dans un espèce de truc mélo avec des violons, ou de faire un truc qui est trop agréable à écouter. Je pense que c'était un véritable défi qui a été très bien relevé. Il y a très peu de musique, mais les moments où il y a de la musique, c'est très important dans l'histoire et dans le ressenti que ça donne. Le travail de sound design a été fait par Johnny Byrne. C'est aussi un travail d'archive extraordinaire parce que il a reconstitué, en partant d'archives de témoignages, le déroulement exact des événements à Auschwitz pour ensuite en tirer une bande son. C'est-à-dire que quand vous entendez une mitraillette dans le fond, il y a des archives qui prouvent que à ce moment-là, il y a eu quelqu'un qui a été mitraillé. C'est vraiment un travail colossal qui a été fait sur le son. Ça rend le film d'autant plus fort une fois que tu sais ça, parce que tu te dis, il n'y a pas d'invention en fait dans l'histoire de ce film. En termes d'image, tout ce qui se passe dans la maison, j'ai vu qu'en fait ils avaient disposé plein de caméras. L'équipe est sortie de la pièce et c'était des acteurs qui jouaient entre eux, et ça permet d'avoir des raccords mouvements qui sont vraiment splendides, et je pense que ça a dû renforcer ce côté huis clos qui permet de créer un truc hyper glauque. Il y a aussi des passages d'images sublissimes, des inventions plasticiennes, j'ai envie de dire presque, qui sont vraiment très marquantes. Tout est raconté avec énormément de subtilité mais beaucoup de force. Je crois que c'est vraiment un chef-d'œuvre, et c'est un chef-d'œuvre qui mérite d'être vu au cinéma. Là je vais faire ma snob, mais regarder un film sur un ordi ou au cinéma, ça n'a rien à voir, parce que, je vais parler pour moi, mais l'investissement que je mets dans un film, si je suis au cinéma, n'est pas le même que si je suis sur mon ordi. Si je suis sur mon ordi, vous pouvez être sûr que je suis en train de jouer à un jeu pourri à côté sur mon téléphone, mais systématiquement, hein, même si c'est un bon film. Alors que quand je vais au cinéma, je décide d'entrer dans un espace-temps où la vie s'arrête et où je suis entièrement consacrée à ce qui se passe à l'écran, et où je sais que je vais être mis face à une image d'une qualité énorme que je pourrais jamais avoir chez moi, et à un sound design qui va m'englober. Et là, ça fait partie des films où, si vous pouvez
mauvais. Il mérite vraiment d'être vu au cinéma parce que le travail du son est essentiel et je pense que tu ressens pas du tout la même chose de ce film si jamais tu le regardes sur ton ordi et que t'entends pas trop le fond sonore. Du coup, je vous encourage vivement à aller voir ce film. Par contre, blindez-vous. Moi, je sais que quand je suis sortie, j'étais tremblante. Je pense que c'est un film qui va me coller à la peau pendant hyper longtemps. C'est à la fois un témoignage, presque une archive historique essentielle, et en même temps en termes de film, de montage, de manière de tourner, de raconter, c'est aussi un bijou en fait. Je pense que c'est un film qui va faire école. Et effectivement, je pense qu'il est particulièrement important qu'il sorte maintenant parce que ça nous met face à notre propre manière d'oublier ce qui se passe derrière le mur de Gaza et de continuer à vivre de manière faste en profitant du génocide en cours. Il n'y a pas de manière joyeuse de finir cette review. Je tiens à dire qu'il faut absolument un cessez-le-feu, que la Palestine doit être libre. J'ai pas les mots, mais il est important de rester mobilisé et de boycotter toutes les entreprises et les personnes qui viennent en aide à Israël et qui financent ce génocide. Maintenant, pour un film un peu plus léger, je peux parler de Pauvre créature de, attention, je vais mal lire son nom, Yorgos Lanthimos. Oui, désolé, il fallait que je lise en même temps. Pardon de ne pas vous avoir regardé dans les yeux, mais c'est soit j'essaye de dire le bon nom de réalisateur, soit je vous regarde langoureusement. C'est une sorte de film un peu héritier de Frankenstein. J'ai à la fois aimé, je le trouve très beau, assez intéressant, et en même temps, j'aimerais bien en parler à d'autres gens parce que j'ai l'impression que si quelqu'un venait et me disait ce film est hyper problématique et vraiment pas terrible, je serais pas très compliqué à convaincre. Il est assez étrange dans son propos et il y a des trucs qui sont pas clairs et qui à mon avis peuvent être complètement discutés. Je vais vous dire mon ressenti à chaud. N'hésitez pas à me donner votre retour. Pauvre créature, ça raconte l'histoire d'un scientifique qui s'appelle Godwin Baxler, qui est une sorte de scientifique qui a plein de cicatrices, qui est très handicapé, qui a une tête un peu monstrueuse, mais qui est quelqu'un d'assez visionnaire, on va dire. Il demande à un de ses élèves, parce qu'il est professeur, de l'accompagner chez lui pour pouvoir documenter une de ses expériences. Chez lui, c'est un véritable cabinet de curiosité. On a des chiens à tête d'oie ou des chimères d'animaux. Plus important, il y a une jeune femme qui est jouée par Emma Stone qui a l'air d'avoir des retards mentaux et ce jeune élève est censé documenter ses avancées cognitives, donc à la fois pour ce qui est de la parole, de sa dextérité. Elle a une avancée qui est assez spectaculaire, donc au début c'est une sorte de petite fille qui est enfermée dans le corps d'une femme et petit à petit elle s'émancipe, elle découvre le monde littéralement et c'est un peu tout son voyage pour sortir de chez elle, découvrir le monde, découvrir son corps, découvrir la société. En fait, là où on sait pas trop comment se positionner, c'est qu'à la fois il y a quelque chose d'assez libérateur d'une femme qui s'émancipe et en même temps, au début, on a des images de femmes infantilisées littéralement. Au début, on se demande oulala, est-ce que ça va être un film validiste? Finalement, je pense pas tant, mais je peux me tromper. Il y a un côté qui pourrait être féministe, en mode genre c'est une femme, elle sait ce qu'elle veut, elle va découvrir le monde, personne peut l'arrêter, d'ailleurs personne ne l'arrête, elle va expérimenter plein de choses de la société, il va y avoir un discours particulier sur l'émancipation sexuelle, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés de manière qui pourrait sembler assez progressiste, et en même temps, on est dans ce format de Frankenstein où la femme est la création d'un homme, enfin voilà, il y a quand même un sous-texte qui reste assez ambigu, et qui fait que personnellement, moi, on pourrait très bien me dire c'est à chier et je pense que après 10 minutes de conversation, je serais genre c'est vrai que c'est pas ouf en fait, maintenant que j'y réfléchis. Là, je le mets quand même dans cette vidéo parce que sur le moment, je l'ai vachement aimé, notamment parce qu'il est très beau. J'ai adoré toute la première partie dans le sorte de cabinet de curiosité. Je trouve qu'il y a plein d'inventions visuelles et narratives assez inspirées de Cronenberg, David Lynch, tout ça. Et c'est assez drôle en fait, finalement, c'est mi-effrayant, mi-drôle. J'ai trouvé que c'était un film dont on pouvait discuter et ça, pour moi, c'est un bon point en fait pour les films si on n'est pas sûr à 100% à la fin que ça soit moyen ou un chef-d'œuvre. Je vous conseille de le regarder et surtout venez m'en parler après parce que j'ai envie d'en parler en fait. Pas seule face à une caméra mais avec des vrais êtres humains. Ensuite, j'ai vu le film Vermine de Sébastien Vanitschek. Je trouve que depuis quelques années, il y a quelque chose de très réjouissant. On a une apparition ou une réapparition de cinéma d'horreur et de cinéma de genre en France. Pendant super longtemps, c'était quelque chose qui n'existait pas.
Il n'y avait pas de SF, il n'y avait pas de film d'horreur français parce que c'était un risque pour les studios. Et là, depuis quelques années, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus souvent et moi je trouve ça trop cool de me dire que le cinéma français est en train d'exploser et de tester de nouveaux trucs. Je pense par exemple à Grave, Titane, La Nuée, Le Règne Animal et Vermine, ça rentre un peu dans cette catégorie. C'est un film d'horreur autour de la propagation d'une espèce d'araignée très mortelle dans une barre d'immeubles de cité. Je peux pas en parler forcément parce que c'est pas mon expérience de vie, mais j'étais avec une amie qui disait que c'était assez incroyable de voir un film fait par des gens de banlieue qui parlent de la banlieue de cette manière, qui soit pas un drame sur des petits dealers, un regard hyper blanc en fait sur la banlieue. La promesse de film d'horreur est hyper bien tenue. On est sur le bord de notre sillage et on est prêt à sursauter à tout moment. En plus, petite cerise sur le gâteau, il y a ce charmant Jérôme Niel qui nous fait tous hurler de rire, qui joue dedans et qui est un personnage qui rajoute la dose d'humour qu'il faut dans l'histoire. Je trouve que c'est assez drôle que pour une fois ça soit un mec blanc qui tienne ce rôle et pas genre une meuf grosse ou alors un sidekick noir. Il y a une sorte d'inversion des codes qui est rafraîchissante. J'ai hâte de voir les autres films que va pouvoir produire ce réalisateur parce que je pense que c'est des voix qu'on n'a pas entendues pendant hyper longtemps dans le cinéma français et qui se révèlent maintenant. Du coup, n'hésitez pas à aller soutenir ce film en allant le voir parce que après ça explique aux producteurs que oui, en fait c'est des bangers et qu'on veut voir des films comme ça au cinéma. J'ai aussi vu La vie rêvée de Miss Fran de Rachel Lambert. Il se passe pas énormément de choses. C'est l'histoire de Fran, elle a un peu un bullshit job de base. C'est quelqu'un d'absolument associable, qui parle pas à ses collègues, qui fait pas grand chose de sa vie et qui en fait par contre fantasme énormément de choses qui pourraient lui arriver et des choses souvent assez glauques. Un jour il y a un nouvel employé dans son entreprise et elle va commencer à tisser pour le coup une vraie relation avec cette personne alors que jusqu'à présent elle était absolument incapable d'exister au-delà de ses fantasmes. Bon, je vous cache pas que de tous les films dont je vous parle c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. À mon avis d'ici 3 mois je ne me rappelle plus de quoi il parle et de l'effet que ça m'a fait, mais après c'est un film bien réalisé, il y a un bon casting, peut-être c'est le plus chill de tous ceux dont j'ai parlé, mais c'est pas non plus feel good hein. On dirait l'un des Lonely People de la chanson Eleanor Rigby quoi. Et enfin je vais vous parler d'un dernier film qui est Dream Scenario de Christopher Borgli. C'est l'histoire d'un professeur un peu monsieur tout le monde qui n'a rien de particulier ni dans son physique, ni dans sa vie, ni dans ses activités. Sauf que petit à petit, plusieurs personnes à tout endroit du monde commencent à rêver de lui la nuit. Donc il devient un phénomène médiatique puisque les gens se rendent compte qu'ils ont cet homme en commun qui vient souvent dans leurs rêves. Au début, c'est des rêves très positifs ou alors il a une posture très neutre, il s'implique pas trop. Petit à petit, son comportement dans les rêves change, ce qui va entraîner un changement dans la vision qu'ont les gens de lui. Le pitch de départ est quand même assez cool, très intriguant, je vous le conseille aussi. On va finir cette petite vidéo. Si jamais vous aimez ce format où je vous parle de films, n'hésitez pas à me le dire parce que comme j'en vois plein, ça pourrait être quelque chose que je fais de manière plus récurrente. Vous avez été très nombreux à regarder la dernière vidéo et ça m'a fait très chaud au cœur. Merci d'être là, merci de me suivre, merci pour vos retours. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!